Hey, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Hugo, take a seat, non? Not today. PDG. Let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir le docteur, monsieur Amin Benyamina. Amin, comment tu vas? Alhamdoulilah. Je vais bien là. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Clairement, on aime beaucoup le parcours, on aime beaucoup le message que tu véhicules, la manière avec laquelle tu veux sensibiliser les gens. Et rien que pour ça, nous te disons déjà merci au nom de toute l'équipe. Dis-moi, Amin, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je me présente. Bien je sûr. suis Amin Benyamina. Je suis professeur de médecine à l'université Paris-Saclay et à la fac de médecine Paris-Saclay à Bicêtre. Et je suis par ailleurs le chef du département de psychiatrie et addictologie à l'hôpital Paul-Brousse. Très bien. J'ai d'autres casquettes, mais celle-là me semble la plus importante à présenter. Voilà. Alors, on va retracer le parcours ici. Ouais, bien sûr. On a l'habitude de le faire. D'où tu viens? Alors, moi, je suis né en Algérie, à Oran, D'accord. de parents algériens. Et j'ai fait mes études là-bas. J'ai vécu, quand j'étais plus jeune, un bout de ma vie dans le sud de la France. Mon père était commerçant là-bas. Où ça dans le sud? À Toulon. Ok. Donc, sur la Côte d'Azur, où j'ai fait une partie, mon collège et une partie de mon lycée. Et ensuite, je suis revenu lorsque j'ai eu mes études et mes diplômes, lorsque j'ai fini mes études à Paris. Et donc, à ce moment-là, j'ai débuté une carrière académique pour laquelle je me suis remis à travailler, à présenter des diplômes pour devenir professeur de médecine. Voilà. Donc ça, c'est mon parcours le plus visible. Et c'était ton rêve de gosse, ça, de devenir médecin? Alors, mon rêve de gosse, c'était pas de devenir médecin. Mon rêve de gosse, c'était de devenir cinéaste. Alors, pour être tout à fait clair, je voulais faire du cinéma. J'étais passionné de cinéma, notamment du cinéma d'auteur. J'aimais beaucoup ça. Et puis, évidemment, avec la pression sociale et parentale, et en Algérie à l'époque, moi j'étais francophone, il n'y avait pas beaucoup de métiers qui faisaient plaisir aux parents, qui étaient sérieux, dont en français. Évidemment, les autres étaient tout aussi sérieux. Hein. Et donc, ce qui était intéressant, avec une débouchée qui était bien pour les parents, c'était de faire médecine. Alors moi, je reprends toujours la phrase de mon chef de service, qui n'est plus de ce monde. Il me disait, j'ai fait médecine pour faire plaisir à ma mère, mais comme on ne peut pas toujours faire plaisir à sa mère, j'ai fait psychiatrie. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait psychiatrie. C'était une manière de rattraper un peu ce que j'aimais, voilà, le côté un peu créatif. Mais bon, la réalité est tout autre. C'est vrai que c'est très complexe. Mais du coup, toi, tu es venu ici en France pour poursuivre tes études? Ou tu avais déjà un bagage quand même? J'étais déjà psychiatre. Et quand je suis venu, j'ai commencé à travailler parce que j'avais envie de connaître une autre expérience dans un autre milieu, dans un autre monde. Mais je connaissais évidemment la France parce que j'avais vécu. Et puis, je me suis pris au jeu de la recherche et surtout des addictions. Les toxicomanes, l'alcool, tout ça m'a commencé à me happer. Alors, c'était pas très à la mode quand j'ai commencé. Moi, je suis un vieux. Hein. Et donc, à l'époque, on n'était pas très nombreux à en faire son métier et surtout encore moins à faire de la recherche. Et j'ai accompagné ce mouvement avec mon chef de service et un certain nombre de personnes. Et puis maintenant, on voit que ça a pris beaucoup d'ampleur et tant mieux. Hein, parce que les drogues ont pris de l'ampleur dans la société. Absolument. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi, je veux savoir c'était en quelle année. Parce que, encore une fois, moi, quand je parle avec mes plus anciens, ils me disent que dans les années 80, il y avait déjà une recrudescence au niveau des drogues. Le crack, l'héroïne qui était dans les cités notamment, etc. Toujours. Est-ce que toi, tu as été témoin de ce mouvement, de ce phénomène-là? Moi, je suis arrivé en 96. Je suis arrivé avec la mise en place qu'on appelle la politique de la RDR, la réduction des risques. Cette politique est importante parce qu'elle a permis de sauver beaucoup de vies, puisque elle était basée sur quoi? Sur réduire les risques des personnes aux prises avec les drogues. Et pourquoi on a mis cette politique en place? Parce qu'à l'époque, on se contaminait par les seringues et on mourait du sida.
Par intraveineuse, mais... Complètement. Et donc, il y avait de la contamination qui était importante. Et les populations qui étaient concernées, c'était beaucoup les toxicomanes et évidemment les personnes homosexuelles qui prenaient pas, à l'époque, on connaissait pas, qui ne prenaient pas de précautions dans leur rapport. Et donc, on a mis en place une politique de réduction des risques. C'est le traitement de substitution pour l'héroïne, hein, les opiacés, la gratuité des préservatifs et puis la mise à disposition des seringues pour ne pas se contaminer est gratuite. On a mis en place tout ça. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là dans les addictions, ça fait un petit moment. Et donc, c'est à ce moment-là que j'étais témoin, jeune médecin, je venais d'avoir mon diplôme, et à ce moment-là que j'ai commencé à construire mon rationnel personnel. Donc ça, c'est par la drogue. Et après, évidemment, à ce moment-là, la question, j'y réponds, on avait beaucoup de personnes qui étaient malades des drogues, des opiacés. Mais d'autres drogues sont arrivées. D'autres pratiques sont venues. Et d'autres produits ont été promus. Je peux en parler si tu veux. Bah absolument. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Il y avait beaucoup les opiacés. On avait la cocaïne, mais qui coûtait cher, qui ne concernait finalement que ceux qui pouvaient se la payer. C'est pas le cas maintenant. Et on avait le problème de l'alcool, qui reste toujours les mêmes problèmes. Et le tabac. On a fait beaucoup pour le tabac en France, puisqu'on a baissé de beaucoup le problème du tabac. On a augmenté les prix, on a fait une vraie politique de lutte contre le tabac. On a fait très peu pour l'alcool, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai. Et puis, on a fait pas mal pour les opiacés. Simplement, d'autres drogues sont arrivées. Les nouvelles drogues, on appelle les clubs drogues, les drogues de synthèse. Les psychostimulants ont explosé, notamment, il y a la cocaïne, certes, mais il y a le crack, qui coûte moins cher. Il y a les nouvelles drogues à la mode, le protoxyde d'azote qui vient d'arriver, les benzodiazépines, les médicaments qui rendent malades. C'est tout ça qui est arrivé. Tout ça. Et puis, on a des manières de consommer et de se droguer ou bien de prendre des drogues différentes. Ça touche les filles, ça touche les plus jeunes. Et puis, l'alcool qui nous concerne avec les personnes adultes, maintenant concerne beaucoup les jeunes, avec des mélanges. Tu fais bien d'en parler, ce serait une belle transition. Moi, tu sais, j'ai lu ton ouvrage, le dernier, t'en as fait plusieurs, hein, bien sûr, mais le dernier avec Marie-Pierre Sabiter. Donc, ce qui est très bien là-dessus, c'est que tu nous as une nouvelle fois sensibilisé sur le danger de l'alcool. Moi, il y a un passage qui m'a interpellé, c'est quand tu parlais de justement ces adolescents, ces jeunes diplômés, même plutôt pour être précis, qui s'étaient réunis et s'étaient adonnés au binge drinking. Le binge drinking, absolument. Exactement. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, s'il te plaît? Binge drinking, ou du moins pour ceux qui ne savent pas, bien sûr. Un terme anglo-saxon qui d'ailleurs marque bien une époque en Angleterre, c'est la consommation importante d'alcool sur un temps court, avec une augmentation du taux d'alcool dans le sang, et qui est un véritable shoot par l'alcool. On parle de binge drinking lorsque on dépasse 0,5 grammes d'alcool pur dans le sang en moins de 2 heures. Et donc ça, c'était venu à l'époque en Grande-Bretagne, parce que en Grande-Bretagne, il y avait la loi qui interdisait de servir de l'alcool à partir d'une certaine heure. C'est Tony Blair qui a changé la loi pour précisément lutter contre le binge drinking. On consommait beaucoup, c'était le happy hour, on le connaît parce que c'était moins cher, et puis les effets étaient catastrophiques après. Donc on s'explosait par l'alcool, on s'overdosait pratiquement par l'alcool, et on avait les effets qui continuaient tout au long de la soirée. Donc c'est ça, le binge drinking. Et il est arrivé en France, et il a beaucoup intéressé les jeunes. Et on avait des comas éthyliques, on avait de la violence subie ou agie, on avait des dégâts, on avait et on avait une manière de consommer qui était des consommations du week-end. Ça commençait le week-end, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et donc, on avait une vraie atteinte des jeunes. Donc, c'est important de le signaler. Alors que l'alcoolisation des personnes d'âge mûr était plutôt de l'alcool tous les jours, plutôt du vin ou bien des spiritueux, mais tout au long de la semaine. On avait moins le côté binge, mais on avait les dommages qui s'installaient malgré tout, avec des problèmes cardiovasculaires, hépatiques, le cœur, les vaisseaux, le foie et tout le reste. Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? Il y a un effet recherché? Il y a un effet de stimulation puissante, c'est un shoot. C'est l'équivalent du shoot lorsqu'on consomme comme ça. Et donc, voilà. Alors, pendant longtemps, on a cru qu'on faire du binge drinking, il n'avait pas beaucoup de conséquences. En vérité, si. On a de belles études, notamment de l'imagerie du cerveau et l'accompagnement des générations qui ont bingé, dans laquelle on voit quand même une atteinte dans le cerveau et parfois des lésions qui sont subtiles, mais et qui sont à l'origine d'une diminution de l'efficacité cognitive, c'est-à-dire l'attention, la mémoire. Ouais. On voit une altération des capacités scolaires. Tout ça sont le fait du binge. D'accord.
Avec maintenant, on a du recul avec quelques générations. Donc, c'est pas simplement on s'éclate entre 18 et 23 ans et après tout va. Non, on se rend compte que quand même, il y a des altérations, on est moins performant quand on a bingé. Alors, évidemment, c'est subtil, mais c'est présent que ceux qui n'ont pas bingé. Et puis, on a parmi le lot de ceux qui ont bingé, ceux qui continuent à consommer, qui deviennent alcooliques plus tard. Mais t'hésites pas à tirer également à boulet rouge sur justement les écoles de commerce. Ah oui, bien sûr. Notamment qui s'adonnent à ce genre de pratiques-là. C'est toujours le cas. D'accord. Alors, évidemment, les étudiants sont ciblés, les écoles de commerce, parce que la plupart fonctionnent avec les industries de l'alcool qui leur fournissent à la fois la salle et l'alcool gratuitement. Donc ça, c'est terrible, ça, c'est la réalité. Alors, c'est un peu moins le cas parce qu'il y a un phénomène quand même de prise de conscience chez les jeunes dans les écoles de commerce, mais pas que, je veux pas les stigmatiser, sur la notion de vivre healthy. Donc là, ça s'est un peu calmé. Et puis il y a le Covid qui est arrivé. On est plus maintenant sur des problèmes de psychiatrie ou de dépression que de consommation de produits. Donc les jeunes sont quand même, hélas, malgré eux, souvent le lieu de laboratoire des phénomènes de société qui se concentrent sur eux. Mais est-ce que toi, ça t'arrive parfois de faire des interventions dans ces écoles-là pour mettre en garde? J'en ai fait beaucoup. Okay. J'ai moins le temps. C'est mes équipes qui le font. Mais il m'arrive de le faire. Je suis allé un peu partout. J'ai fait Normal Subcachant, j'ai fait HEC, je les ai fait. Bien sûr. Je faisais même les lycées. J'ai un peu moins le temps, évidemment. Mais je pense que c'est utile et important. Et d'ailleurs, il faudrait même probablement faire des émissions comme celle-là à l'intérieur des campus. S'ils peuvent ouvrir la porte, ça serait très bien, Elhadj. On essaiera. On essaiera. Et dis-moi, Amine, est-ce qu'il y a une amélioration depuis la loi E20? Oh non. Tu vois? Alors, c'est bien de venir sur le terrain de la loi E20. Alors, la loi E20, c'est une loi superbe qui encadre la publicité de l'alcool, qui, comme tu le sais, est venue il y a très longtemps, et qui, à l'époque, quand elle est venue, il n'y avait pas Internet. Elle a été beaucoup combattue par les lobbies, on a beaucoup amoindri sa portée, et puis surtout, elle n'est pas appliquée de manière rigoureuse, et peut-être même pas du tout, sur Internet. Et tout le monde sait que les jeunes ne regardent plus la télé, regardent moins les affiches, et ils sont ciblés, notamment sur les réseaux sociaux et sur le téléphone portable et sur les applications dans lesquelles on les trouve. Et la loi E20 n'est pas efficace, et elle ne le sera pas beaucoup si on ne l'aide pas dans ces espaces où, évidemment, les jeunes sont captifs. Elle n'est pas assez. Bon. On arrive quand même à faire condamner. Moi, je suis vice-président d'Addiction France, c'est une association très importante. On a fait condamner, par exemple, Budweiser, qui a fait la publicité planétaire au cours de la Coupe du Monde. Et on a montré qu'ils étaient en train de faire la pub sur la bière avec un ciblage précis. Avec, tu t'en souviens peut-être, dans le métro, partout dans les gares, Bud, en rappelant But. Absolument. Et donc, on a réussi à faire un référé, à gagner en procès et à le faire retirer cette pub. Et c'est bien de le marteler. Mais tu es conscient aussi que ton message passe, tu sais, en te disant ça. Moi, je pense notamment à certains sportifs même qui désormais ne veulent pas que leur image soit associée à ce genre de... Ah, mais je sais, la réaction de Mbappé était fantastique. Exact. Moi, je tire mon chapeau, c'est très bien. Ils ont raison. Ce sont des prescripteurs de tendance, les grands sportifs. Et on peut penser ça. Qui est touché? Ce sont leurs frères, petits frères, petites sœurs. Pour la plupart, se viennent de banlieue. Quand ils ont poussé le ballon, c'est à eux que s'adresse aussi le message de ne vous laissez pas embarquer. C'est des drames personnels et familiaux. Donc, non, c'est hyper important. J'espère que tu pourras voir ces sportifs ici. Qui viennent parler. Non, mais c'est hyper important. Bien sûr. Non, mais tu fais bien de le dire. Mais tu sais, toi, en faisant toutes ces interventions, tous ces ouvrages, ce travail au quotidien, tu te sens pas impacté à titre personnel? Ça déteint pas sur ton humeur, sur ta manière de voir la vie, etc. J'espère que non. C'est prenant tout ça, tu vois. Non, mais moi, je fais ça de manière passionnée. C'est mon métier. Avec les années, et puis en même temps je suis psychiatre, on arrive à se protéger et à être à la fois à l'intérieur et puis se décentrer. Sinon, je serais plus utile. Ouais. Non, mais c'est vrai, si ça ne me touche pas, je ne peux pas être efficace. J'espère que je le suis. Et en même temps, il faut rester aussi efficace au sens où une intégrité psychologique est importante là-dessus. Absolument. Il faut avoir de l'empathie. Tu sais ce que c'est l'empathie? Absolument. L'empathie, c'est avoir une résonance affective avec les personnes que l'on soigne, sans pour autant avoir du recul, ni trop de sympathie, sinon c'est pas possible. On se mélange et puis on n'est plus efficace. T'as bien raison de le souligner, Amine. Et tu sais, moi-même, dans le cadre d'une de mes activités, j'ai déjà aussi accompagné certaines personnes dans des XAPA. Ah oui, je connais évidemment. Ouais. C'est génial. Tu as fait ce qu'on appelle de la pérédance.
Absolument. Je dis pas que tu as consommé, mais Non, ça non, ressemble à ça. non, C'est de l'accompagnement. C'est de évidemment. l'accompagnement plutôt. Oui, exactement. C'est de l'accompagnement. Mais est-ce que, parce que moi, clairement, les personnes que j'ai accompagnées n'ont malheureusement pas pu s'en sortir. Mais est-ce que tu penses que le suivi est toujours optimal? C'est difficile de dire ça. Tu sais, la prise en charge d'une personne qui a des problèmes d'addiction, c'est une prise en charge qui est individualisée. Déjà, on peut se rappeler ce que c'est le XAPA pour ceux qui ne savent pas. C'est le centre de soins et d'accompagnement des personnes addictes. Tout à fait. Donc c'est une histoire entre une personne et l'équipe qui le prend en charge. Voilà, on peut pas sauver tout le monde en gros, mais il faut mettre tous les moyens pour pouvoir lui permettre de sortir de cette histoire. Et donc la plupart sont aidés, la plupart on arrive à les sortir, on réduit les risques pour qu'ils restent encore en vie et sans s'abîmer. On peut s'abîmer physiquement, intellectuellement, socialement et mentalement, quoi. C'est tout ça. Et parfois, évidemment, c'est pas simple. C'est pour ça qu'il y a une place pour tout le monde. Pour le médecin, pour l'éducateur spécialisé, pour le psychologue, pour l'assistante sociale et surtout pour l'entourage familial, amical. Et la société, elle est là. Voilà. Les pouvoirs publics sont là pour avoir un regard positif sur nous et sur les personnes qui souffrent pour pouvoir les amener à sortir. C'est tout ça. Finalement, on s'organise autour de la personne souffrante. Et du moins, dans l'idéal, c'est ça. Mais sans transition, tu sais, moi, j'ai lu l'ouvrage d'une personne qui luttait contre ses addictions, Laurie Moucheron. C'est une personne, si tu veux, qui était addict au crack. Oui. Et en fait, elle parlait de sa bataille. Elle vivait sur la colline du crack à Port-de-la-Chapelle, là-bas, exact. Et voilà, elle a décidé de se prendre en main après avoir eu un enfant. Mais elle parlait également, elle, d'un sevrage vraiment à la rude. Elle-même, elle était tombée sur des personnes vivant dans les îles, hein, pour ne pas les citer, en disant que là-bas, le sevrage, il était beaucoup plus strict, beaucoup plus rude. Est-ce que c'est pas une pratique qu'on pourrait appliquer ici? On peut le faire. Lorsque, dans mon service, on accueille des personnes craqueuses, le sevrage se fait, c'est un sevrage sec, mais c'est un sevrage médicalisé. C'est-à-dire, évidemment, on leur donne des traitements et un environnement pour leur faciliter, pour atténuer la souffrance. Un sevrage sec, c'est pas comme... Je vois un peu, il y a des sevrages dans ce qu'on appelle dans les communautés, tout ça. C'est compliqué. Moi, pour ma part, je suis assez rétif là-dessus. On n'a pas besoin de souffrir pour s'en sortir. On peut faire les choses en amortissant le problème. Mais tu sais, c'est pas le sevrage qui fait ça, qui permet de sortir les gens de l'addiction. Le sevrage est une période dans la prise en charge, mais c'est tout l'accompagnement, tout ce qu'on appelle la gestion de la rechute ou bien le maintien de l'abstinence et lorsqu'il faut être abstinent de fait. Et pour le crack, il vaut mieux l'être parce que toute prise restimule l'envie. Donc c'est tout ça qui est important, c'est accompagner les personnes dans le temps. Nous, on a dans notre file active à Paul Brousse, on a des gens qu'on suit depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils vont bien. Ils viennent nous voir, parfois une fois par an. Mais ça va. Alors qu'au début, c'était 3 fois par semaine. Tu vois un peu comment ça fonctionne? Absolument. Ne perdons pas espoir. Et justement, en parlant de Paul Brousse à l'hôpital, là-bas, tu disais que évidemment, il y avait une recrudescence des jeunes. Les jeunes s'adonnaient encore une fois à ces nouvelles pratiques, etc. À tel point qu'il y avait une section qui avait même été créée. Pour les jeunes, on a un hôpital de jour pour les jeunes de 15-23 ans. Parce que il nécessite plus de présence, plus de soignants et une adaptation de l'outil de soins, c'est ce qu'on a fait. Et puis en même temps, on les hospitalise peu. Alors, il nous arrive de le faire, mais c'est un vrai accompagnement, c'est une prise en charge taillée sur mesure, et ça c'est important. Mais quand tu parlais tout à l'heure de justement que les jeunes étaient vraiment friands de ces pratiques, encore une fois, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais ça dépendait des classes sociales ou aujourd'hui c'est tout le monde. Quand t'es arrivé, c'était déjà des niches ceux qui prenaient. Alors pas vraiment, je vais t'expliquer parce alors il y avait une espèce de caricature. Les jeunes de banlieue commerçaient le cannabis et c'était les jeunes riches qui étaient addicts et les autres se protégeaient. Non, c'est faux tout ça. Tout le monde touche à tout. Il y a il n'y a plus de marqueur social pour la drogue, parce que le crack dans les années, la cocaïne dans les années 80, c'était les gens qui avaient de l'argent, c'était le milieu du spectacle et des journalistes. Mais non, c'est pas vrai. Maintenant, on a des consommateurs de cocaïne ou bien des expérimentateurs chez des gamins sortis du lycée. L'alcool, c'est plus l'homme d'âge mûr cravaté. Donc, c'est de moins en moins le cas. Pourquoi? Parce que
la prohibition de l'alcool a explosé l'organisation industrielle de la drogue et plus il y a de gens qui consomment, moins ça coûte cher et plus on recrute des consommateurs. Tu vois? Absolument. Et en termes de statistiques, oui. Ils sont beaucoup plus jeunes, les consommateurs, aujourd'hui? Alors, on a des contacts qui sont rajeunis. Mais pas tant que ça, attention. Il n'y a pas la bérésina. Le contact s'est rajeuni, mais on reste toujours sur les mêmes tranches. Ouais. Par contre, il y a des produits pour lesquels il est absolument interdit de consommer tôt, parce que on augmente les risques d'avoir des maladies psychiatriques, comme le cannabis. La consommation précoce est quelque chose d'assez dramatique, surtout avant 15 ans. Là, c'est un message que je passe, par exemple. Et c'est fou, c'est fou. Et d'un point de vue économique, cette fois-ci, justement, tu as pointé aussi t'as pointé du doigt le fonctionnement de l'État. Ouais. Pourquoi? Alors moi, je pense qu'en France, on est en retard. La planète est en train de bouger pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle la politique pragmatique de réduction des risques. Parce que la guerre à la drogue s'est transformée en guerre en drogués et les trafiquants se sont montrés assez forts et même plus forts que l'ADEA aux États-Unis. Donc, pour pouvoir protéger les consommateurs, on continue évidemment à faire la guerre aux trafiquants, mais en même temps, on essaye d'avoir une politique pragmatique. Au lieu d'attaquer l'émetteur, on essaie de protéger le récepteur, celui qui consomme. Et donc, c'est pour ça que une part de légalisation encadrée pour certaines drogues permet de retirer cette population captive des trafiquants et de leur offrir un espace de consommation et pouvoir leur permettre de rentrer dans des sas de soins et pouvoir avoir un regard un peu plus vrai sur les populations qui consomment. C'est pour ça qu'en Allemagne, la légalisation du cannabis, encadrée, c'est pas pousser les gens à consommer, c'est une vraie politique de santé publique. Et en France, le débat patauge, pour ne pas dire est à l'arrêt. Je te rappelle que le rapport du CESE, qui est sorti il y a 15 jours, 3 semaines, préconise quand même une légalisation encadrée du cannabis, non pas pour pousser les jeunes ou les moins jeunes à consommer, pour pouvoir mettre en place une politique pragmatique pour concurrencer et casser le trafic et soigner de manière intelligente ceux qui consomment et avoir une filière qui ramène des sous, puisque tu parlais de ça, pour pouvoir un peu ruisseler sur la prévention avec de l'argent. Et aujourd'hui, toi, t'as c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais t'as un peu tes entrées dans le gouvernement, etc. Est-ce que c'est des sujets que tu emmènes sur la table? Régulièrement. Je pense que les politiques ne sont pas... Donc, les politiques ne sont pas aussi mûrs que les Français. Et il faut continuer à faire de la pédagogie, ne pas se laisser finalement amalgamer avec ceux qui promeuvent le cannabis ou la drogue. Moi, je suis prof de médecine. La première de mes missions, c'est de soigner. Et je suis médecin aussi, surtout. Et donc non, quand je dis ça, souvent, moi, en Suisse, je sais ce que je vais voir sur les réseaux sociaux. Comment un médecin, comment un psychiatre, un prof de médecine peut promouvoir la légalisation. Oui, je la promeus, non pas pour que les gens consomment, mais pour les protéger et pour avoir une politique pragmatique de santé publique. Alors, beaucoup commencent à être sensibles à ce discours, mais ceux qui sont aux manettes et qui font les lois et au gouvernement, c'est plus compliqué. Mais je ne désespère pas. Je suis sûr que la France légalisera. Mais quand, je ne sais pas, et comment, je ne sais pas. Et mon idée, c'est que la France légalise bien et pas trop tard. En tout cas, le message est passé à Amine et ce sera ma dernière question. Merci. Que penses-tu du Dry January? C'est excellent. C'est nous qui avons fait la promotion dans le cadre d'une grande coalition avec les associations. C'est fantastique. On voit, ça existe depuis 2013 en Grande-Bretagne. Maintenant, il y a une quinzaine de pays qui le font. Nous, ça fait 4 ans. C'est fantastique. Ça permet... Alors, le Dry January ou le défi de janvier n'est pas fait pour les personnes en difficulté avec l'alcool. Non, c'est fait pour faire une pause. C'est un capital santé qu'on se donne pendant un mois. Et on expérimente le fait de ne rien consommer ou d'essayer de ne pas consommer. C'est un défi, hein, si on n'y arrive pas, mais on continue. Et on se rend compte qu'on a quand même des aspects très positifs de ce mois. On fait des économies, on améliore sa tension artérielle et puis surtout, on arrive à avoir ce réflexe pour dire non le reste de l'année. Voilà. Et l'année prochaine, rendez-vous pour la prochaine édition. Mais tu peux expliquer de manière très précise ce que c'est pour les gens qui ne savent pas. Le défi de janvier, c'est ne pas consommer entre le 1er janvier et la fin janvier de l'alcool au lendemain des grands excès du 31 décembre. 0 alcool. Et si on n'y arrive pas, au moins limiter sa consommation. Tout simplement. Le plus normalement du monde. Il y a des sites où on peut s'inscrire. Il y a des communautés plutôt ludiques. Il faut le faire de manière décontractée. Et ça commence à vraiment amener des gens à faire ça pour expérimenter leur arrêt de consommation. Et on s'est rendu compte que même les personnes qui n'ont pas de problème,
il y a une espèce de réflexe social qui fait qu'on est souvent sollicité pour consommer. Faites l'expérience, vous verrez que parfois c'est pas simple, mais ça donne d'excellents résultats à la fin. Eh ben, le message est passé. En tout cas, merci beaucoup, à toi Amine. de m'avoir invité. Merci, c'était beaucoup. Franchement, au nom de toute l'équipe de We Hustle, nous te remercions d'avoir fait le déplacement. C'était vraiment important de te recevoir. Et puis, on se dit à bientôt, Amine. À bientôt. Ok. C'était le tiers avec Amine Benyamina pour We Hustle. Mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.